mon propos va porter sur l'œuvre de Cheikh Anta et je vais vous donner le plan qui s'affiche sur l'écran. Alors, il y aura d'abord une petite introduction et j'expliquerai pourquoi c'est moi qui suis là et non une autre personne. Je parlerai des origines de l'œuvre, des objectifs de l'œuvre et du contenu matériel, du contenu de l'œuvre matérielle et du contenu de l'œuvre immatérielle, parce que l'œuvre de Cheikh Anta a ces deux aspects-là. Il y a un aspect matériel et un aspect immatériel. Vous verrez ce que cela regroupe. Et puis, il y aura une conclusion. Nous n'allons pas philosopher sur l'œuvre de Cheikh Anta. Des gens l'ont déjà fait. Je pense à notre éminent collègue, le professeur Djibril Samb, qui a écrit un livre intitulé Cheikh Anta Diop, à Jean-Marc Ella, Cheikh Anta Diop, pour l'honneur de penser. Moi, je m'attacherai à présenter l'œuvre, parce qu'elle est inconnue pour la plupart d'entre vous. Et ce que je ferai, c'est d'expliciter les différents éléments de cette œuvre. Alors, comme vous le voyez, Cheikh Anta a produit 11 livres, dont 10 en sciences humaines et 2 en sciences exactes et une œuvre en sciences politiques. À cela, ajouter 34 communications, 17 conférences. Vous voyez que c'est une œuvre immense, œuvre matérielle immense. Et déjà écrire 11 livres, ce n'est pas commun. Surtout quand on a travaillé dans les conditions qui furent celles de Cheikh Anta. À l'époque, on n'avait pas Internet. On ne pouvait pas télécharger, comme je peux le faire aujourd'hui, des articles ou des ouvrages entiers. Cheikh Anta travaillait avec la documentation locale. J'ai partagé une partie de ces inconvénients au début de mes recherches doctorales. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il est possible de rester à Dakar et d'accéder à la documentation. Cheikh Anta n'a pas eu ça. Donc son mérite est d'autant plus grand. Et c'est quelqu'un qui travaillait énormément et qui achetait énormément d'ouvrages. Je sais que le peu d'argent qu'il recevait de l'université, une bonne partie de cet argent-là passait dans la documentation. Et ça aussi, il faut le souligner. Et de cette œuvre, vous constatez que c'est en fait le Cheikh Anta universitaire. Et je ne parlerai pas donc de son œuvre politique, sauf du livre qui effectivement contient une partie de cette œuvre politique, et c'est la partie la plus intéressante, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Donc, en résumé, je ne parlerai pas de Cheikh Anta homme politique. Voilà, c'est clair. Alors, avons-nous la légitimité de parler de l'œuvre de Cheikh Anta, de présenter l'œuvre de Cheikh Anta? Amadi Bokoum a déjà défloré le sujet, mais il faut que cela soit dit parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour les jeunes générations qui n'ont pas connu Cheikh Anta et c'est pour la postérité également, pour qu'on sache que si je présente l'œuvre de Cheikh Anta, ce n'est pas par hasard. Cheikh Anta, je l'ai rencontré pour la première fois en 1975. Je faisais le duel 2 et notre professeur d'histoire, de préhistoire, Sir Dekan, que le professeur Bokoum connaît très bien, Sir Dekan avait organisé une visite de sa classe au laboratoire Carbone 14. C'est la première fois que j'ai vu Cheikh Anta. Je l'ai revu en 1977, au moment où, ayant obtenu une bourse, je m'apprêtais à aller en France pour continuer mes études, pour faire une thèse de doctorat de 3e cycle. Je suis allé le voir à son laboratoire. Je lui dis, professeur, je viens d'obtenir une bourse. Ce que je veux faire, c'est égyptologie. Mais vraiment, après avoir consulté le dictionnaire de la civilisation égyptienne, je ne suis pas sûr d'être en mesure de faire égyptologie. Il me dit, avec son rire vraiment débonnaire, il me dit, jeune homme,
vous pourrez le faire, aucun problème, aucun problème. Je vous conseille d'aller à Paris 4, puisque mon dossier avait été accepté à Montpellier et à Lille. Mais je vous conseille d'aller à Paris 4 parce qu'ils sont les plus commodes. Et à l'époque, il y avait le professeur Jean Leclan et je comprendrai par la suite que Cheikh Anta avait vu juste. Donc, c'est en 81, quand je suis revenu, que je vais commencer véritablement la collaboration avec Cheikh Anta. Puisque une heureuse coïncidence avait fait que moi, je rentrais de France après mon 3e cycle et lui venait d'être enfin autorisé à enseigner à l'université. Donc, en 81, beaucoup me l'a rappelé, on se rend compte, il me dit, bon, justement, je dois commencer mes cours, donc je te prends comme assistant. Assistant, je n'étais pas encore recruté. Alors, moi, ça m'a étonné, mais je dis, bon, puisqu'il me met le pied à l'étrier, c'est une excellente chose. Il m'avait expliqué pourquoi il me prenait. Bon, comme il n'est plus là et qu'on était 2 dans son bureau, je ne parlerai pas de ces raisons. Mais je dirais tout simplement que les faits postérieurs lui ont donné raison et ont validé son choix. Alors, donc c'est comme ça que j'ai été sous sa direction, parce qu'en 82, à la fin de l'année 82, j'avais inscrit une thèse intitulée, malheureusement ce n'est pas très clair, hein, c'est l'attestation par laquelle Cheikh Anta donc, dit « J'accepte de diriger les travaux de M. Aboubakri Moussa Lam qui prépare une thèse de doctorat d'État sur le sujet suivant. Contribution à l'étude des origines du monde Halpulaar-Peul, l'apport de l'égyptologie. » C'est le 30 décembre 1982 et c'est signé Cheikh Anta Diop, professeur d'histoire ancienne à la faculté des lettres et sciences humaines. Bon, je reviens donc à 82 et entre 82 et 86, j'ai été son assistant. Quand il animait ses cours, j'étais à ses côtés et j'avais entamé sous sa direction donc cette thèse. Mais après sa mort, moi-même après avoir soutenu, ma thèse, j'ai continué l'orientation qu'il avait donnée à ses recherches. Parce que mon sujet, l'origine des Fulbe et des Halpulaaren, une approche égyptologique, eh bien, cette orientation-là était une illustration de l'une de ses thèses les plus importantes. Parce que beaucoup de choses avaient été écrites sur les Peuls, et malheureusement, toutes ces choses-là se sont révélées fausses. Et c'est son hypothèse, celle qui consistait à dire que les Peuls, le rameau Peul était né en Égypte ancienne. C'est cette thèse-là que les traditions orales Peul elles-mêmes valideront. Donc, vous voyez, j'ai continué un peu son hypothèse nilotique, qui est plus large parce que pour lui, toutes les populations ouest-africaines ou de l'intérieur du continent de manière générale ont émigré de la vallée du Nil à partir du moment où cette vallée ne pouvait plus assurer la sécurité pour ces populations. Et j'ai également continué son orientation historique, on le verra plus loin. Cheikh Anta a une orientation précise, il a fondé une école et j'ai contribué donc à développer cette école. Je n'étais pas seul parce que j'aperçois le professeur Babacar Diop dans la salle. Lui, il fait partie de l'équipe. Le professeur Babacar Sall, que je n'ai pas vu, qui peut-être est là. Donc, tous ces gens-là étaient dans cette logique et Cheikh Anta donc devait diriger nos thèses, en tout cas celle du professeur Babacar Sall. Il l'avait entamée également sous la direction de Cheikh Anta Diop. Donc voilà, et le professeur Babacar Sall et moi-même avons, après Cheikh Anta Diop, après sa disparition, continué à développer l'enseignement de l'égyptologie
à l'université de Dakar. Lui, il n'avait pu que débuter. C'est nous qui avons développé cet enseignement. Alors, les origines de l'œuvre de Cheikh Anta. Les origines de l'œuvre de Cheikh Anta. Pour comprendre l'œuvre de Cheikh Anta, il faut en comprendre les origines. Alors, cette œuvre a eu un déclic et Cheikh Anta explique dans la préface de Nation Nègre et Culture de 1954 comment il est arrivé vers cette orientation. Comment il est arrivé à lui qui avait 2 bacs, dont un bac en philo, mais un bac surtout en matélème, et qui voulait faire des études pour devenir ingénieur en construction, comment dirais-je, aéronautique. Il voulait fabriquer des avions. Comment donc il a changé pour s'orienter vers les sciences humaines. Donc il explique que c'est parce que quand il est arrivé en France, en lisant les ouvrages consacrés à l'histoire de l'Afrique, il avait constaté que aucune civilisation africaine n'était le fait de nègres. Égypte ancienne, Ghana, Zimbabwe, les civilisations d'Ifé et du Bénin, toutes ces civilisations-là étaient le fait de blancs mythiques, de blancs qui, comme dans un rêve, dit-il, se sont évanouis et ont laissé les Noirs perpétuer leur réalisation. Et il trouvait cela bizarre et il trouvait cela anormal. Voilà pourquoi il avait décidé de rectifier l'histoire, parce que manifestement c'était une histoire erronée. Cheikh Anta dit que, mais étant donné que les Noirs ont toujours vécu en Afrique, ils ont quand même fait quelque chose. Mais on disait que non, les Noirs n'ont rien fait. Tout ce qui se trouve en Afrique en matière de civilisation est le fait de blancs. Cheikh Anta trouve ça anormal et il décide de rectifier. Voilà pourquoi il va s'orienter, abandonner son objectif initial qui était de devenir ingénieur. Il va exploiter son bac philo pour s'orienter vers les sciences humaines et régler ce problème. Mais pour le faire, il savait qu'il s'attaquait à un monument. Et pour s'attaquer à ce genre de questions, il fallait s'armer de la science jusqu'aux dents. Parce que si vous ne le faisiez pas, vous risquiez d'être ridicule tout simplement. Il était bien préparé puisqu'il avait déjà 2 bacs, ce qui n'était pas une chose commune, même par les temps qui courent. Cheikh Anta avait ses 2 bacs. Donc il avait commencé à s'armer de la science jusqu'aux dents. Mais il va poursuivre, il va donc faire une licence de philo, mais il ne s'arrêtera pas à la philo parce que pour pouvoir être crédible, il fallait avoir le diplôme le plus élevé du système français. Et ce diplôme, c'était la thèse de doctorat d'État S-lettres. Donc, il veut avoir le même diplôme que les plus grands universitaires. Comme ça, personne ne pourrait dire, eh bien, monsieur, vous n'êtes pas qualifié de parler comme vous le faites, de contester ce qui a été fait. Donc, il va s'inscrire en thèse de doctorat d'État S-lettres avec le premier sujet, l'avenir culturel de la pensée africaine, en 1949, après sa licence de philo. L'avenir culturel de la pensée africaine. Là aussi, ce sujet est un défi au système colonial qui avait décrété que en Afrique, il n'y avait pas de culture, n'avait pas de pensée. Il n'y avait pas de pensée en Afrique. Il dit alors l'avenir culturel de la pensée africaine. Pensée africaine, les nègres sont des sauvages, ils n'ont pas de pensée. Donc il dit avenir culturel de la pensée. Donc un énorme défi, sous la direction de celui qui fut son professeur de philo à la Sorbonne, Gaston Bachelard, que les élèves de terminale connaissent bien. Enfin, nous, quand on était en terminale, Bachelard était au programme. Il fallait prendre 2 sujets, puisque à l'époque c'était cela, un sujet principal et un sujet complémentaire. Et un sujet complémentaire que prend Cheikh Anta, qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Question grave, parce que
les égyptologues avaient déjà décrété que les Égyptiens prédynastiques étaient des Blancs venus de l'extérieur du continent. Alors, vous voyez, avec ces deux sujets, Cheikh Anta s'attaque au fondement même de l'idéologie coloniale. L'Afrique a une pensée, les Égyptiens qu'on ne présente plus, c'est la première civilisation au monde, la plus ancienne et la plus féconde. Alors ces Égyptiens, Cheikh Anta va s'attacher à démontrer que, contrairement à ce qui a été dit, ce sont des Africains, ils sont sortis des entrailles du continent africain. Bien sûr, avec de tels sujets, Cheikh Anta ne pouvait pas soutenir, parce que c'était ébranler les fondations même du système colonial. Donc Cheikh Anta ne soutiendra jamais cette thèse, et je cite son fils et biographe, Cheikh Mbacké, qui dit que Cheikh Anta ne parviendra pas à réunir un jury acceptant d'examiner ses travaux dans le cadre d'une thèse doctorat d'État. Donc son ambition, il ne l'a pas réussi, puisqu'on lui barre le chemin de la thèse doctorat d'État. Mais si c'était moi, peut-être que je me serais découragé, je serais dit ah, je vais devenir ingénieur, ou bien je vais abandonner ce sujet-là et faire autre chose. Non, Cheikh Anta ne se décourage pas. Il prend deux autres sujets. Études comparées des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique, de l'Antiquité à la formation des États modernes, et domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. Alors, cette fois-ci, la Sorbonne tirant les leçons du blocage de Cheikh Anta, parce que Cheikh Anta, quand il a été bloqué, il a bénéficié d'une circonstance favorable. À l'époque, il y avait Présence africaine qui venait d'être lancée, et il est allé publier ce qui devait être sa thèse. Comme livre, ça a été son premier livre, Nation nègre et culture. Alors ça a été une bombe, c'est-à-dire qu'on voulait étouffer la chose dans l'œuf, et malheureusement pour les gens qui avaient conçu ce complot, grâce à Présence africaine, ce qui devait être étouffé dans l'œuf va exploser comme une bombe nucléaire. Livre à succès. Alors les gens tirant les conséquences de cette mésaventure disent ah, si on le bloque, il va encore publier une autre bombe. Donc ils vont changer le fusil d'épaule de manière subtile. Ils vont le laisser soutenir cette fois-ci, mais ils vont le casser académiquement. En faisant quoi? En lui donnant une mention qui n'était pas la meilleure des mentions, mention honorable, alors qu'il aurait dû avoir mention très honorable compte tenu de la qualité de ce qu'il avait fait. Donc vous voyez comment les gens ont essayé de briser Cheikh Anta, mais il avait réussi malgré tout à atteindre son objectif, c'est-à-dire à avoir le diplôme le plus élevé du système français. Et à partir de ce moment-là, il avait le droit de parler, et il va parler. Avant de dire qu'il va parler, Cheikh Anta, son intention après sa soutenance le 9 janvier 1960, c'était de rentrer et de contribuer à la formation des jeunes. Mais le système colonial est très fort, on va lui bloquer la porte de l'université. Il ne pourra pas enseigner, puisque l'université de Dakar était une université française à l'époque. Voilà. Donc, Cheikh Anta a fait en fait deux thèses d'État. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, les gens rechignent à faire une seule thèse. Nous, maintenant, la thèse d'État a été supprimée. Nous, on l'a, au moment où on était là, elle était encore en vigueur. Quand vous faites une thèse d'État, il y en a qui passent 9 ans, 10 ans, 15 ans. Alors lui, il a fait ses deux thèses doctorat en l'espace de 10 ans. Il ne s'est pas découragé. Il a fait ses deux thèses. Vous voyez ce que ça représente comme abnégation et comme courage. Et Cheikh Anta, comme il l'a dit, s'armer de la science jusqu'aux dents. Il s'est armé de la science jusqu'aux dents, mais ça ne suffit pas. Il fait une spécialisation en physique et chimie nucléaire. Ça va être très utile.
Et parce que c'est avec cette formation-là qu'il va régler le problème de la race des anciens Égyptiens. Les Égyptiens étaient-ils noirs ou blancs? Il dose la mélanine en 73 et il va au colloque du Caire avec ses résultats, mais les gens n'ont pas voulu examiner les résultats qu'il avait amenés. Il a écrit un article dans le bulletin de l'IFAN sur justement l'appartenance raciale des anciens Égyptiens. Il dit qu'il a réglé ça par le test de la mélanine. Pigmentation des anciens Égyptiens, test par la mélanine. Et il publie 2 ouvrages, donc le laboratoire de radiocarbone, physique nucléaire et chronologie absolue. Vous voyez que donc Cheikh Anta avait une formation complète, sciences humaines, sciences exactes. C'est très utile parce que dans ces combats, Cheikh Anta n'avait personne pour l'épauler, il n'avait pas une équipe autour de lui, donc il devait être polyvalent. Voilà, quand il dit dans la préface au livre de Théophile Obenga, L'Afrique dans l'Antiquité, armez-vous de la science jusqu'aux dents, ce n'est pas un slogan. Cheikh Anta s'est appliqué cette contrainte-là. Et il dit, si vous voulez effectivement compter, armez-vous de la science jusqu'aux dents, et lui, c'est ce qu'il a fait. Alors, les objectifs de l'œuvre. Les objectifs de l'œuvre, vous les devinez, l'histoire a été falsifiée, les Africains n'ont rien produit sur leur sol, pas de civilisation. Il va donc rétablir la vérité historique. Et il l'explique dans la préface de Nation Nègre et Culture. Il va montrer que, contrairement à ce qui a été dit, l'Afrique n'est pas à la traîne, que la place de l'Afrique dans l'origine de l'humanité est une place prépondérante. L'humanité entière s'explique par le berceau africain. Donc là où les gens disaient que l'Afrique est un continent qui a été peuplé par des envahisseurs, Cheikh Anta va inverser la chose et dire que c'est à partir de l'Afrique que toute la planète a été peuplée. C'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, les préhistoriens les plus vénérables, comment ils s'appellent encore, Coppens, ces gens-là reconnaissent que, effectivement, c'est à partir de l'Afrique que toute la planète a été peuplée et que même les blancs aujourd'hui, ont dans leurs gènes des gènes de noirs. Et M. Cheikh allait faire comprendre ça à Worcester. C'était un dirigeant de l'Afrique du Sud raciste. Il dit que Worcester ne comprendra pas. Au niveau du phénotype, il y a une différence, mais à l'intérieur, nous sommes tous pareils, blancs et noirs. Et l'autre problème, c'est la civilisation égyptienne. Elle vient d'où? Les Égyptiens étaient-ils des noirs ou des blancs? Cheikh Anta répond à cette question. Vous vous souvenez que le premier sujet qu'il avait pris, c'était qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Mais il va montrer que les Égyptiens viennent des entrailles de l'Afrique, de la région des Grands Lacs. Ils ont descendu le Nil et ils se sont fixés justement dans la basse vallée du Nil. Et que ces Égyptiens étaient des Noirs. Ils dosent la mélanine et ils montrent que les Égyptiens, les anciens Égyptiens, avaient le même taux de mélanine que les hommes d'aujourd'hui, que vous et moi. Donc, c'est ça la vérité historique. Il l'a rétabli en montrant que l'Afrique, c'est l'Afrique qui a peuplé le monde. Mais il montre aussi que c'est l'Afrique, à travers la civilisation égyptienne, qui a civilisé le monde. Il va s'attaquer aussi comme objectif, il va avoir comme objectif le rétablissement de la conscience historique. La conscience historique, c'est quelque chose de fondamental parce que quand le colon arrive, Cheikh Anta dit, il liquéfie votre conscience historique. Parce que quand vous n'avez pas de conscience historique, Cheikh Anta dit, vous ne pouvez pas être un peuple, vous ne pouvez être qu'une population. C'est-à-dire, il n'y a aucun lien entre les différents éléments d'une population. Alors qu'un peuple, avec sa conscience historique, peut tout faire, soulever même des montagnes. Et ça, c'est fondamental. Cheikh Anta va donc rétablir, se donner comme objectif le rétablissement de la conscience historique. Parce que sans conscience historique, on ne peut rien faire. Pourquoi?
Aucun des grands pays que vous connaissez ne néglige l'histoire, son histoire. Alors nous, on dit, oh, l'histoire, c'est pas important, faites pas d'histoire, allez faire. Non, on peut faire les sciences les plus pointues, mais il ne faut jamais négliger son histoire. Sans histoire, vous ne comptez pas. Alors, le contenu de l'œuvre matérielle. L'œuvre matérielle, ce sont ces ouvrages. C'est ce que j'entends par œuvre matérielle. Alors, le premier ouvrage, c'est Nation Nègre et Culture. Ce livre-là, c'est ce qui aurait dû être sa thèse. Tous les sujets que Cheikh Anta va développer au cours de sa vie, durant le reste de sa vie, viennent de ce livre-là. Ils sont tous ces sujets sont déjà dans Nation Nègre et Culture. Voilà pourquoi tous les Africains doivent lire Nation Nègre et Culture. Ça vous permet de comprendre énormément de choses et de vous débarrasser de beaucoup de complexes. L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat. Cheikh Anta montre à travers ce livre que l'Égypte était matriarcale et que l'Égypte étant matriarcale, elle ne pouvait appartenir qu'au monde noir parce que le monde sémitique, le monde indo-européen, ces deux mondes-là sont des mondes qui avaient pour base de leur société le patriarcat. Donc vous voyez, là également, c'est un livre très, très important. L'Afrique noire précoloniale. Alors vous voyez, ces livres-là sont en fait les deux thèses que Cheikh Anta a soutenues. L'Afrique noire précoloniale, Cheikh Anta y démontre que pendant le Moyen-Âge, de l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est l'Afrique qui était en avance même sur l'Europe en matière de civilisation. Il dit les grands empires africains, pendant que nous avions les grands empires, l'empire de Ghana, l'empire du Mali, le Songhai, les Zimbabwe et autres, mais l'Europe était dans le Moyen-Âge le plus obscur. Il y avait une régression notable en Europe. En ce moment-là, l'Afrique était le phare de l'humanité. Donc, Cheikh Anta montre que là également, à un moment donné même, l'Afrique était, comment dirais-je, en avance sur l'Europe, qui prétend nous apporter la civilisation avec la colonisation. Antériorité des civilisations nègres, ce sont les œuvres de confirmation. Cheikh Anta a asséné toutes ces thèses-là dans ces deux thèses, hein, la thèse qui n'a pas été soutenue et celle qui a été soutenue en 1960. Cheikh Anta va confirmer donc tout ce qu'il avait dit dans ces thèses. Parce que maintenant, il est plus libre. Parce que quand vous faites une thèse, vous ne pouvez pas tout dire. Hein, vous êtes bloqué un peu, il y a des normes, il y a des règles. À partir du moment où vous n'êtes plus sous la surveillance d'un jury, vous êtes plus libre. Et Cheikh Anta écrit donc antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Il répond à ces détracteurs qui disaient que ça c'est un mythe. Il dit non, ce n'est pas un mythe, c'est la vérité historique. Tout ce que j'ai dit dans Nation Nègre et Culture se vérifie. Il donne de nouveaux arguments pour enrichir Nation Nègre et Culture. L'Antiquité africaine par l'image, c'est un ouvrage de vulgarisation. Il pense aux jeunes et c'est abondamment illustré. Donc il faut également faire descendre la science jusqu'au niveau, comment dirais-je, des gens qui ne sont pas des spécialistes. Hein, voilà. Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. C'est un livre fondamental parce que c'est la linguistique. Cheikh Anta dit que c'est par la langue que, comment dire, on va démontrer effectivement. Parce que la langue, comme il le dit, c'est une chambre noire de la civilisation. Tout ce que vous avez en civilisation se trouve dans la langue. Donc, si on exploite l'aspect linguistique, on peut effectivement démontrer énormément de choses. Donc, parenté génétique. Et c'est un livre où, si vous le consultez, vous verrez qu'il y a un énorme lexique comparant le Wolof et l'Égyptien ancien. Et vous êtes surpris de voir qu'il y a des termes qui sont passés tels quels de l'Égyptien ancien au Wolof. C'est la même chose pour le Poularin, c'est la même chose pour le Soninké, hein, et c'est la même chose pour la plupart des langues négro-africaines. Je vois Salomon Doucouré qui est là, et lui, il sait que dans le Mandingakan, je ne sais pas comment il le prononce, le Manding, eh bien, il y a déjà des choses, et vous verrez qu'avec l'exposition du symposium,
vous verrez la démonstration convaincante qu'il fera pour montrer qu'il y a des termes qui peuvent être comparés entre le manding et l'égyptien. C'est ce que Cheikh Anta a fait. Alors, et ce livre sera complété par un autre posthume, parce qu'il sera publié en 1988, c'est Nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes. Il apporte de nouvelles preuves pour montrer que, effectivement, l'égyptien n'est pas une langue sémitique, c'est une langue négro-africaine, parce que l'égyptien est apparenté au Wolof qu'il maîtrisait, et que donc là, l'égyptien est bien une langue africaine. L'égyptien était des Africains. Et cela aussi, vous le verrez à travers l'exposition. Vous verrez que, effectivement, Théophile Obenga revient sur cette question et montre que l'égyptien ne pouvait pas être une langue sémitique parce que ses parents les plus proches en matière linguistique sont des langues africaines. Bon, Civilisation ou barbarie, c'est le livre que Cheikh Anta publie en 81. Moi, je l'appelle livre testament. Livre testament parce que Cheikh Anta revient sur la plupart des questions qu'il avait abordées durant sa vie. Et il dit, voilà, en 1960, ce que je disais, on est en 81, la science est allée dans quelle direction? Est-ce qu'elle est allée dans ma direction ou dans la direction de mes adversaires? Et c'est ce que j'appelle de l'auto-évaluation. Quand les gens disent, oui, vous ne critiquez pas Cheikh Anta, mais Cheikh Anta s'est auto-critiqué. Et dans ce livre-là, vous verrez qu'à 99%, la plupart des thèses qu'il avait soutenues ont été confirmées dans le temps par des faits concrets. C'est un livre fondamental. Moi, je l'appelle le livre testament. Alors, compte tenu de l'œuvre immatérielle, pour aller vite, Cheikh Anta a fait preuve de culture et de courage. Il a cultivé le courage parce que faire 2 thèses, mais c'est pas donné à tout le monde. Et puis soutenir ces 2 thèses à la Sorbonne avec un jury composé de gens hostiles, il fallait le faire. À l'époque, on n'était pas encore indépendant. Pour oser défier la Sorbonne chez elle-même. Mais ça, ce ne sont pas tous les doctorants qui pouvaient faire cela. Cheikh Anta l'a fait. Donc il a fait preuve de courage. Et Cheikh Anta a renversé les paradigmes. Je l'ai dit, le noir ne signifie rien, il n'a rien fait. Cheikh Anta montre qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de l'humanité sans sa dimension négro-africaine. Il dit, si vous voulez comprendre l'histoire de l'humanité, il faut commencer par les Noirs d'Afrique. Parce que ce sont eux qui peuplent le monde, ce sont eux qui civilisent le monde avec l'Égypte, ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les grandes conquêtes, de l'humanité. Il a donc renversé le paradigme. Mais au colloque du Caire, Cheikh Anta va faire encore quelque chose de fondamental. Le colloque du Caire, je rappelle que c'est un colloque qui a eu lieu en 1974 au Caire et qui avait pour objectif de pouvoir écrire l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique dans des conditions objectives. Cheikh Anta dit, voilà nous nos thèses, vous avez d'autres thèses. Alors rencontrons-nous, confrontons nos thèses et retenons ce que la science permet de retenir. Voilà le motif du colloque du Caire. Alors au colloque du Caire, le rapporteur Jean Devis, le professeur Jean Devis, dit ceci, qu'au colloque du Caire, eh bien, la minutieuse préparation des communications du professeur Diop et du professeur Obenga n'a pas trouvé de répondant chez les spécialistes occidentaux. Et que donc, il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les débats. En langage diplomatique décodé, ça signifie que Cheikh Anta et Théophile Obenga ont remporté une victoire éclatante sur leurs adversaires. C'est le colloque du Caire. Et au colloque du Caire, une chose fondamentale, c'est que les égyptologues occidentaux ont reconnu que l'égyptien ancien ne pouvait pas être une langue sémitique. Parce que, en allant dans cette direction, ils l'ont fait depuis la naissance de l'égyptologie, c'est-à-dire depuis 1822.
ils ont été dans une impasse. Et que la démonstration justement de Théophile Obenga et de Cheikh Anta Diop montre que l'égyptien était une langue négro-africaine et que donc il fallait désormais, pour comprendre l'égyptien et par ricochet la civilisation égyptienne, il fallait désormais chercher du côté de l'Afrique. Mais Cheikh Anta a fait une chose fondamentale, inestimable, c'est la création d'un nouvel Africain. Cheikh Anta dit ceci, et je le cite, « L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral. » Alors voilà pourquoi certains traitent Cheikh Anta d'idéologue. Mais Cheikh Anta dit que c'est ça. Si vous m'avez compris, eh bien vous devez vous débarrasser de tous vos complexes et considérer que ce qu'un blanc peut faire, ce qu'un jaune peut faire, vous pouvez faire la même chose et même plus. Et que donc vous devez vous battre justement pour cela. Alors, lisez les travaux de Cheikh Anta et essayez de les comprendre. Cheikh Anta a créé une école historique. Et cette école historique, il lui a trouvé une orientation, c'est le couple Égypte ancienne, Afrique noire. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de l'Afrique de manière cohérente si vous créez une séparation entre l'Égypte et le reste du continent. Il dit qu'il faut ressouder le couple Égypte ancienne, Afrique noire. C'est en ce moment-là que vous comprendrez l'histoire de l'Afrique. Et il va le faire. Et il va également, pour que ces démonstrations soient inattaquables, trouver deux choses fondamentales. Ce qu'il appelle le fait singulier. Le fait singulier, il le dit, c'est un fait concret, irréductible, singulier, privilégié, qui ne se déduit pas et qui ne peut pas être le fruit du hasard, pour que votre démonstration soit crédible. Et il dit cela ne suffit pas, parce que le fait singulier est un fait isolé. Mais vous devez donc multiplier justement, créer un faisceau de faits, c'est-à-dire l'ensemble de ces conclusions, des démonstrations. Donc ça formera un faisceau de faits concordants qui élimine le cas fortuit. C'est en cela que réside la preuve de notre hypothèse de départ. Une méthode différente n'aurait conduit qu'à une vérification partielle qui ne prouverait rien. Il fallait être exhaustif. Donc avec ces deux armes méthodologiques, le fait singulier et le faisceau de faits, on comprend pourquoi la plupart des critiques de Cheikh Anta, c'est le cas de Fauvel, je crois que c'est Fauvel, hein, si je ne me trompe, il ne s'attaque pas à ce que fait Cheikh Anta, il s'attaque à ses intentions. Alors il dit, mais moi je rigolerai toujours quand on me dit qu'on abandonne vos arguments pour s'attaquer à vos intentions. Mais on est libre d'avoir l'intention qu'on veut. Est-ce que Cheikh Anta a réussi à démontrer? Il a réussi, puisque les gens n'osent même plus s'attaquer à ces autres. Il y a des gens qui l'avaient attaqué en 1960, vers les années 60, et il a fait une réponse cinglante dans le bulletin de l'IFA, réponse qui a été publiée ensuite dans Antériorité des civilisations nègres, réponse à quelques critiques. Depuis, rares sont ceux qui ont osé s'attaquer à l'œuvre fondamentale de Cheikh Anta. Voilà. Oui, d'accord, je vais... Le modérateur me demande de conclure, je vais le faire, mais avant de le faire, je vais énumérer tout simplement les points sur lesquels j'aurai continué. Il a corrigé les insuffisances de la tradition orale avec son laboratoire de radiocarbone. Il a fait des datations parce que la tradition orale était réputée être vague et que donc, étant vague, on ne pouvait pas s'appuyer sur ces données. En implantant un laboratoire de datation exacte, Cheikh Anta a mis fin à cela. Et donc ça aussi c'est fondamental. La réécriture de l'histoire générale de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique avait été mal écrite, Cheikh Anta va se battre avec d'autres pour que l'histoire générale de l'Afrique soit écrite cette fois-ci avec les spécialistes africains. Ça aussi c'est quelque chose qu'on lui doit.
la jonction entre l'histoire et la politique, ou entre l'historique et le politique. Cheikh Anta a fait tous ces travaux que nous avons vus en sciences humaines, mais il a fait un travail fondamental en sciences politiques, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Vous voyez donc, l'œuvre de Cheikh Anta est cohérente. L'histoire va permettre à l'Africain de retrouver sa conscience historique et de se décomplexer, mais les fondements économiques et culturels vont montrer que que l'Afrique, justement, pour se développer, doit s'adosser à sa culture, mais exploiter également toutes ces richesses qui se trouvent dans son sous-sol. Et aujourd'hui, vous savez que l'Afrique, c'est le continent d'avenir, puisque tout le monde vient vers l'Afrique, parce que ce que nous avons dans nos sous-sols, aucun autre continent là. Cheikh Anta donc fait la jonction entre les deux, l'historique et le politique, pour dire que voilà l'orientation des Africains. S'ils veulent réussir, il faut faire un État fédéral s'appuyant sur la culture et sur les richesses de l'Afrique. Donc Cheikh Anta avait des idées très 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 claires. Je terminerai donc par, j'arrive à la conclusion, merci monsieur le modérateur. Donc Cheikh Anta, grâce à sa formation encyclopédique, pu faire face à ses adversaires. Quand il dit « armez-vous de la science jusqu'aux dents », c'est cela qui l'a sauvé lui, parce que scientifiquement, il était quasi inattaquable. Mais ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Cheikh Anta a été un grand visionnaire. Rares sont ces thèses qui n'aient été confirmées dans le temps. Je l'ai dit, Cheikh Anta a dit que c'est à partir de l'Afrique que l'humanité a été peuplée. Aujourd'hui, c'est cette thèse-là qui est retenue. Que les Égyptiens étaient des Noirs, étaient des Africains. Aujourd'hui, les traditions africaines, j'y reviendrai à l'occasion du symposium, les traditions africaines donnent raison à Cheikh Anta sur cette question-là, disant que ces populations vivaient en Égypte et que c'est par la suite qu'elles sont dispersées à l'intérieur du continent. Et en cela, il a eu un prédécesseur illustre, Yoro-Boli Diaw, qui a écrit un article en 1913, si je ne m'abuse, intitulé « Les 6 migrations venant de l'Égypte auxquelles la Sénégambie doit son peuplement ». Donc là également, Cheikh Anta a eu raison sur ses adversaires, qui l'accusaient de rechercher de la gloire en essayant de rattacher l'Afrique à l'Égypte. Alors son œuvre est comme en nutrition un aliment complet, c'est-à-dire qu'elle donne à celui qui l'assimile un viatique incomparable. Alors lisez Cheikh Anta, lisez Cheikh Anta, lisez Cheikh Anta, parce que si vous voulez être quelqu'un d'équilibré dans la vie, avec les idées claires, ce sont les travaux de Cheikh Anta qu'il faut lire. Et si vous le faites, c'est en le faisant que vous le ferez vivre éternellement. Lorsque j'ai été contacté il y a environ 1 mois et demi pour participer à cette conférence inaugurale, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, j'ai tout de suite répondu que ce serait un bonheur pour moi, mais aussi un devoir pour moi qui n'ai pas connu l'homme, de pouvoir partager avec d'autres son message intellectuel et éthique que je crois avoir entendu. J'ai découvert en effet l'importance de l'œuvre de Cheikh Anta Diop sur le tard, pendant que j'étais étudiant à l'Université de Strasbourg. Avant cela, et ayant été préalablement étudiant au Burkina Faso, le nom même de Cheikh Anta Diop, tel qu'il nous parvenait alors à l'époque, était associé à son combat politique, plutôt qu'à la science, à l'histoire, à la linguistique, à l'égyptologie, discipline qui, à l'époque, m'était totalement inconnue. La toute première brèche dans cet état d'ignorance de soi est venue au cours de l'année 1986, l'année du départ de Cheikh Anta Diop vers l'horizon. Alors étudiant en philosophie à l'université qui porte désormais le nom de Joseph Kizerbo, nous étions, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la contribution de l'Afrique dans cette discipline, c'est-à-dire dans la philosophie, dans la même situation que celle décrite ici par un philosophe de l'Antiquité.
Ce philosophe nous demande d'imaginer des hommes enchaînés depuis l'enfance dans une habitation souterraine en forme de caverne, sans éclairage. Ces hommes, précise le philosophe, sont dans cette grotte sombre depuis l'enfance, les jambes et les coups liés de telle sorte qu'ils restent sur place et ne peuvent regarder ce qui se trouve autour d'eux. Il précise, en haut de la grotte se trouve un chemin escarpé, lequel est séparé de l'entrée par un muret. Sur le chemin de hauteur marchent des hommes portant toutes sortes d'objets fabriqués, des statues d'hommes et d'animaux, façonnés en pierre et en bois, toutes sortes de matériaux, tels des montreurs de marionnettes. Derrière le muret, entre le chemin et l'entrée de la grotte, brûle un feu qui projette les ombres des personnages sur la paroi de la grotte. Ces hommes enchaînés depuis l'enfance en viennent donc à considérer les images qu'ils voient devant eux comme étant la seule réalité possible. Imaginons maintenant, dit encore le philosophe, qu'un de ces hommes réussisse à se libérer de ses entraves et forcé d'emprunter le chemin qui mène à la sortie, vers la lumière du jour. Il est d'abord ébloui, puis voyant les objets fabriqués et les porteurs de marionnettes, il est ensuite embarrassé et même a tendance à nier l'évidence et le fait qu'il se soit trompé pendant si longtemps en prenant les ombres pour la réalité. Pour finir, le conteur philosophe demande d'imaginer encore ce qui se passerait si un tel homme se décidait à retourner dans la grotte pour persuader ses anciens compagnons qu'ils sont dans l'erreur depuis leur enfance. Et il interroge. Quant à celui qui entreprendrait de les libérer, les prisonniers, de détacher et de les conduire en haut, si les prisonniers avaient le pouvoir de s'emparer de lui de quelque façon et de le tuer, ne le tueraient-ils pas? Vous avez reconnu le récit du mythe de la caverne dont parle Platon au début du livre 7 de la République. Sans m'attarder sur les enseignements qu'il en tire lui-même, je voudrais simplement indiquer que j'étais, au milieu des années 80, dans une situation largement comparable à celle qui est décrite ici, sans en avoir pleinement conscience. J'ai pu aussi ajouter que, pendant un temps, la réaction de beaucoup de compatriotes par rapport à l'œuvre de Cheikh Anta Diop était également comparable à celle des hommes enchaînés dans la grotte. Dans les damnés de la terre, Frantz Fanon considère cette situation d'ignorance de soi et de sa propre histoire comme étant une résultante du colonialisme. Il écrit ceci: le colonialisme ne se satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles, de vider le cerveau du colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une sorte de perversion logique, il s'oriente vers le passé de ce peuple, l'opprime, le distord, le défigure et l'anéantit. Cheikh Anta Diop lui-même évoque à plusieurs reprises cette situation d'aliénation de l'élite africaine dans plusieurs de ses écrits. Ainsi, dans l'avant-propos de l'édition de 1959 de l'Unité culturelle de l'Afrique noire, on peut lire « Il n'est que de se référer à la préface de Nation nègre et culture publiée en 1953-1954. Depuis septembre 1946, j'avais familiarisé dans des conférences répétées les étudiants africains avec les idées qui y sont développées. Jusqu'à ces dernières années, non seulement les hommes politiques n'acceptaient pas ces idées, mais certains d'entre eux essayèrent même de les critiquer sur le plan proprement doctrinal. Et dans la seconde préface de Nation nègre et culture, 1964, il écrit « Ce livre, parlant de Nation nègre et culture, a été écrit pendant les années difficiles, 1948-1953, de lutte anticolonialiste où l'on donnait volontiers libre cours aux passions. Certains soupçonnaient alors une attitude tendancieuse, mais qu'ils qualifiaient de compréhensible, visant à doper les peuples culturellement déshérités pendant la phase de lutte pour l'indépendance. » Enfin, dans l'introduction à Civilisation ou barbarie, il revient sur ce problème, mais cette fois pour constater le chemin parcouru. Il dit ceci:
L'impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, tue d'abord spirituellement et culturellement l'être avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental qui a précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. De telle sorte qu'entre les années 1946 et 1954, où s'est élaboré le projet de constitution, de restitution de l'histoire africaine authentique, de réconciliation des civilisations africaines avec l'histoire, l'optique déformante des œillères du colonialisme avait si profondément faussé les regards intellectuels sur le passé africain que nous éprouvions les plus grandes difficultés, même à l'égard des Africains, à faire admettre les idées qui aujourd'hui sont en passe de devenir des lieux communs. Et il conclut, on imagine à peine ce que pouvait être le degré d'aliénation des Africains d'alors. En ce qui me concerne, le premier déclic par rapport à l'œuvre de Cheikh Anta Diop est intervenu en avril 1986, quand, à l'invitation du président Sankara, le professeur Théophile Obenga est venu à Ouagadougou pour prononcer la conférence inaugurale en vue de la création d'un Institut des peuples noirs, IPN, en lieu et place de Cheikh Anta Diop, décédé 2 mois auparavant. Comme me l'a confirmé plus tard l'ancien ministre Basile Guissou, il était ministre de l'Environnement à l'époque, c'est lui-même, Basile Guissou, que le président avait envoyé ici à Dakar dès septembre 1983 pour inviter Cheikh Anta Diop à cette conférence-là. Le deuxième déclic qui m'a conduit à l'apprentissage de l'égyptien hiéroglyphique s'est produit ici même à Dakar en février-mars 1996 à l'occasion du colloque international commémorant le 10e anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop. M'étant retrouvé devant la stèle dressée en hommage de Cheikh Anta, devant la stèle de l'IFAN, alors que certains de mes camarades à l'époque savaient déchiffrer, j'étais là comme un aveugle et je me suis rappelé à l'époque une phrase que ma mère aimait dire par autodérision, elle me disait à moi et à mes frères, je suis un aveugle, c'est ma mère qui parle, je vous ai envoyé à l'école pour que vous soyez mes yeux et mes oreilles, et j'étais là devant cette stèle comme un aveugle qui ne peut pas témoigner devant ma mère de ce qui était écrit là. Donc j'ai décidé, une fois retourné à Strasbourg, d'aller m'inscrire à l'Institut d'égyptologie pour apprendre la langue des anciens Égyptiens. Et bien plus tard, j'ai préparé une thèse d'égyptologie, le professeur Bokoum l'a signalé, sous la direction du professeur Lam, ici présent, dans cette université, ici même à Dakar. Concernant donc l'œuvre de Cheikh Anta Diop, je commencerai par l'aspect éthique de son message, que l'on peut aussi bien déceler dans ses différents écrits, en particulier Nation nègre et culture, qui ne comporte, il écrit, je cite, aucune trace de haine ou de racisme à rebours, même si le mot race y est employé conformément aux habitudes de l'époque. Donc, partisan de l'origine monogénétique et africaine de l'humanité, cela vient d'être dit, Cheikh Anta Diop est au contraire de ceux qui affirment, qui pensent que la notion de race n'a scientifiquement aucune consistance. Cette position est réaffirmée aussi bien dans Civilisation ou barbarie, son dernier ouvrage, que dans le colloque d'Athènes, organisé par l'UNESCO sur race, science et histoire. Je le cite, « Le climat, par la création de l'apparence physique des races, a tracé des frontières ethniques qui tombent sous le sens, frappent l'imagination et déterminent les comportements instinctifs qui ont fait tant de mal dans l'histoire. Tous les peuples qui ont disparu dans l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ont été condamnés, non par une quelconque infériorité originelle, mais par les apparences physiques, leurs différences culturelles. C'est au niveau du phénotype, c'est-à-dire des apparences physiques,
que la notion de race intervient dans l'histoire et dans les relations sociales. Donc, le problème est de rééduquer notre perception de l'être humain pour qu'elle se détache de l'apparence raciale et se polarise sur l'humain débarrassé de toute coordonnée ethnique. Dans la conclusion d'antériorité des civilisations nègres, il prônait déjà, à partir de l'unité d'origine de l'espèce humaine, l'édification d'une civilisation planétaire et l'éclosion d'une ère d'entente universelle en ces termes. Il écrivait « Nous aspirons au triomphe de la notion d'espèce humaine dans tous les esprits et dans toutes les consciences, de telle sorte que l'histoire particulière de telle ou telle race s'efface devant celle de l'homme tout court. On n'aura plus alors qu'à décrire en termes généraux qui ne tiennent plus compte des singularités accidentelles devenues sans intérêt, les étapes significatives de la conquête de la civilisation par l'homme, par l'espèce humaine tout entière. Tout ceci, apparemment, est encore insuffisant à révéler toute la dimension éthique de l'homme Cheikh Anta Diop. J'ai entendu un jour Boris Boubacar Diop dire dans un documentaire réalisé par l'écrivain Koulsi Lamko que même si Cheikh Anta Diop n'avait jamais écrit une seule ligne sur l'Égypte ancienne, il n'aurait pas été moins important aujourd'hui pour nous, je cite Boris Diop, en raison du travail qu'il a fait en direction du panafricanisme, de l'unité africaine et du fédéralisme, en raison du travail qu'il a fait sur les langues africaines, et j'ajouterai en raison de l'exemple de l'éthique de vie dont il a été l'incarnation. De nombreux témoignages allant dans le même sens se trouvent dans le documentaire Kemtiou Cheikh Anta Diop, Kemtiou Cheikh Anta de William Bay, et je peux témoigner, pour avoir vu de mes yeux, au cours d'une projection de ce documentaire, lors d'un colloque organisé par l'UNESCO à Liège, en Belgique, en août 2017, je peux témoigner avoir vu de nombreux spectateurs pleurer d'émotion en Belgique, non seulement pour ce que l'homme a été durant sa vie, mais aussi, je pense, pour la manière dont il a été traité. Pour en venir à l'œuvre elle-même, je crois qu'elle traduit bien la thématique proposée pour cette conférence, à savoir Cheikh Anta Diop, 100 ans après sa naissance, les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. De quels matériaux disposons-nous aujourd'hui pour construire ou reconstruire une pensée audacieuse qui redonne à l'Afrique sa place dans le concert des nations? Comme l'avait déjà reconnu le premier Festival mondial des arts nègres en 1966, les réponses à cette question se trouvent en totalité dans l'œuvre historique et scientifique de Cheikh Anta Diop. Et je voudrais les décliner autour de quelques thématiques principales. Les suivantes. Il y a d'abord la question de la renaissance africaine. Aujourd'hui, plus que jamais d'actualité, et son corollaire, le corollaire à cette question, la construction d'un État fédéral africain pleinement doté de tous les instruments de la souveraineté. Elle aussi, question aussi d'une actualité brûlante. Il y a en deuxième lieu la restauration de la conscience historique africaine qui va de pair avec la continuité des civilisations africaines dont l'unité d'ensemble se révèle dans les faits de culture matérielle, dans les us et coutumes aux quatre coins du continent africain. En troisième lieu, il y a la problématique de l'origine africaine de l'humanité, dont le professeur Lam a parlé tantôt, et aussi des premières civilisations. Et c'est sous cette rubrique qu'apparaît la, entre guillemets, délicate question de l'Égypte ancienne, cela a été dit aussi, malgré son importance,
Donc, cette question-là, malgré son importance, n'était pas le point de départ ni la question centrale de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il y a en quatrième lieu la question des langues nationales, non seulement comme langue de communication, mais aussi et surtout comme vecteur de connaissance, de réappropriation et de transmission des savoirs. Il y a enfin, et renouant avec la tradition intellectuelle de l'Afrique précoloniale, la question de la réappropriation de l'outil scientifique et technologique au service du développement du continent, question dont Cheikh Anta Diop s'est spécialement préoccupé dès son retour au Sénégal en installant le laboratoire de datation au carbone 14 au sein de l'IFAN. Permettez-moi donc brièvement de faire le tour d'horizon de l'ensemble de ces questions telles qu'elles apparaissent dans ces différents écrits. Alors, je ne sais pas si il me donnera assez de temps, mais je voudrais parler de la première question et renvoyer les autres à un ouvrage donc, qui est une présentation thématique de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et je crois que je dois cette œuvre et aussi la compréhension qu'elle m'a permis d'avoir de la problématique traduite par Cheikh Anta Diop. Je pensais que c'était un devoir pour moi de venir avec cet ouvrage qui vient de paraître ici même à Dakar. Je voudrais parler de la première thématique, donc la question de la Renaissance africaine, et j'irai ensuite vers la toute dernière, la tradition intellectuelle de l'Afrique en termes de conclusion, les autres thématiques pouvant être lues ou prises en compte dans l'ouvrage que je viens de vous présenter. Donc, si je prends la question de la Renaissance africaine et son corollaire sur le plan politique, qui est la construction d'un État fédéral africain doté des instruments de la souveraineté. Cette question apparaît dans les tout premiers écrits de Cheikh Anta Diop, donc dès 1946. C'est le fameux article « Quand parlera-t-on d'une Renaissance africaine ?» Donc, pour lui, cette question est d'abord une question culturelle, fortement liée à la réappropriation des langues africaines dans tous les domaines. Mais cette question comporte aussi deux autres dimensions. Une dimension sociale, avec comme pivot, donc je parle de la Renaissance africaine, avec comme pivot le rôle de la jeunesse et des femmes. En particulier, la question de la femme est traitée dans l'unité culturelle de l'Afrique noire, le professeur Lam en a parlé, à travers la théorie des deux berceaux, un berceau nordique organisé autour de l'homme et un berceau méridional africain organisé autour de la femme. Cela amène Cheikh Anta Diop à préconiser dans les fondements économiques et culturels d'un État d'Afrique noire un mode de représentation de l'élément féminin au sein de la nation. Il recommande ainsi la mise en place d'une assemblée des femmes qui ne soit pas simplement consultative, mais dotée des mêmes prérogatives que celles des hommes. C'est la À ma connaissance, il n'y a pas cette autre, c'est le seul personnage, le seul intellectuel africain qui ait fait une proposition aussi audacieuse, à ma connaissance. La Renaissance africaine comporte aussi une dimension économique et politique impliquant l'industrialisation du continent et son unification dans un ensemble continental, vous savez. S'agissant de la dimension culturelle, Cheikh Anta Diop pose comme condition préalable à la Renaissance, non seulement l'utilisation, mais aussi le développement des langues indigènes. Et c'est là qu'il envisage pour la première fois, avant même d'être inscrit en thèse à la Sorbonne, le recours à la langue égyptienne pharaonique comme base de refondation des humanités négro-africaines, dans le même sens que la langue grecque ou latine
est à la base des humanités pour la civilisation occidentale. Et de fait, lorsqu'il s'inscrit pour son doctorat en S-Lettres, son sujet principal, cela vient d'être rappelé, ne porte pas sur le passé, mais sur l'avenir de l'Afrique. Et l'intitulé exact, c'est « L'avenir culturel de la pensée africaine », en lien avec l'article de 1948 dont j'ai parlé. Et ce n'est que le sujet de la thèse secondaire qui va s'occuper du passé, donc qui étaient les Égyptiens prédynastiques. Non pas les constructeurs des pyramides, mais ceux d'avant, c'est-à-dire leurs ancêtres. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et que je me suis personnellement posée, c'est de savoir d'où est venue une vision aussi précocement clairvoyante, d'où est venue à Cheikh Anta Diop cette vision sur la réalité africaine de l'époque, mais aussi et surtout sur l'avenir du continent, alors sous joug de la colonisation à l'époque. Et la biographie que lui a consacrée Cheikh Mbacké Diop, ici présent, permet d'avoir des éléments de réponse. Cheikh Anta Diop vient en effet d'un milieu social éduqué et ancré dans la double tradition africaine wolof et arabo-musulmane, consciente et fière de sa culture africaine. En outre, deux de ses grands-parents par alliance maternelle, Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Anta Mbacké, sont des figures de la résistance spirituelle aussi bien que sociale au colonialisme. Et comme d'autres figures de la résistance à l'occupation coloniale, telles Samori Touré, déporté au Gabon, le roi Béhanzin, déporté d'abord en Martinique, où il est reconnu par son peuple, donc retransféré en Algérie. D'autres figures comme Abdelkader d'Algérie est déporté en Syrie, le Marocain Mohamed V, déporté à Madagascar, la reine Rana Valona III de Madagascar est déportée en Algérie, etc., etc. Donc, comme toutes ces figures, Cheikh Ahmadou Bamba est déporté au Gabon et son jeune frère, Cheikh Anta Mbacké, est déporté au Soudan français, c'est-à-dire au Mali actuellement. Au Mali actuel. D'autre part, au moment de la naissance de Cheikh Anta Diop, en 1923, l'Afrique est alors un continent exsangue, fortement dépeuplé, 130 millions d'habitants alors, pour 30 millions de kilomètres carrés, et frappé par un sous-développement chronique, voulu et instauré par l'Europe colonisatrice. Dans l'intitulé de son ouvrage, oui, je finis là-dessus, Louise Marie Diop Maes a qualifié cette situation délibérément créée comme étant un historicide, c'est-à-dire à la fois un meurtre culturel et mental, en plus de l'hécatombe démographique auquel certains continuent de contester la qualification de génocide. Je voudrais maintenant, le modérateur me signale que j'ai 5 minutes, donc je voudrais aller à ma conclusion en renvoyant pour les autres aspects, donc à cet ouvrage thématique, où je crois avoir décelé les principaux thèmes abordés dans l'ensemble des œuvres de Cheikh Anta Diop. Donc je voudrais conclure en évoquant deux textes à portée humaniste et universaliste appartenant à cette tradition intellectuelle de l'Afrique. Le premier texte, auquel les égyptologues ont donné le nom de monologue du Dieu créateur, le monologue du Dieu créateur, à la suite d'un égyptologue suisse qui s'appelle Eric Hornung. Et ce texte-là se trouve dans le texte des sarcophages, c'est le paragraphe 1130, donc 1130. Dans ce texte, le Dieu créateur de l'univers s'exprime en ces termes, je le cite, « Parole dite par celui dont les noms sont secrets ou cachés, le Seigneur de l'univers. J'ai fait 4 actions excellentes étant à l'intérieur du portique de l'horizon. J'ai fait les 4 vents pour que tout homme puisse respirer en son époque. C'est là une action.
J'ai fait la grande inondation pour que le pauvre puisse en disposer de la même façon que le noble. C'est une action. J'ai fait chaque être humain égal à son camarade. Je répète, j'ai fait chaque être humain égal à son camarade. Je n'ai pas ordonné qu'ils fassent le mal, mais ce sont leurs cœurs qui ont transgressé ce que j'avais dit. C'est une action. J'ai fait que leur cœur n'oublie pas l'Occident, afin que les offrandes divines soient faites aux dieux des noms. C'est une action. J'ai fait advenir les dieux au moyen de ma sueur et les hommes au moyen des larmes de mon œil. L'autre texte de la tradition intellectuelle africaine que je voudrais convoquer, en guise de conclusion cette fois, appartient à la littérature dite magique. Un magicien âgé de 110 ans, c'est l'âge de la sagesse chez les anciens Égyptiens, et portant le nom de Djedje, un patronyme qui se trouve encore aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Ce magicien est convoqué par le roi Khéops, qui a missionné son fils Or-Djedef pour le chercher et le ramener à la cour. Mais une fois sur place, le magicien pose au roi une condition surprenante. Il exige qu'avant de venir, que sa bibliothèque et ses enfants soient transportés dans un bateau à part. Et le texte égyptien dit « Sechou-i, her keredou-i », c'est-à-dire mes livres et mes enfants. Alors, sa demande est acceptée et le personnage, le magicien, se trouve à la cour du roi. Alors, il y a un échange entre Khéops et le magicien. Khéops demande, est-il vrai ce qu'on dit, à savoir que tu sais remettre en place une tête coupée? Est-ce vrai ce qu'on dit, à savoir que tu sais remettre en place une tête coupée? Le magicien répond, oui, je le sais, souverain, vie, force, santé, mon Seigneur. Alors, le roi dit alors qu'on fasse venir le captif qui est au palais quand sa sentence aura été prononcée. Alors, Djedje proteste et dit, non vraiment, pas les êtres humains, souverain, vie, force, santé, mon maître. Vois, il n'est pas permis de faire pareille chose aux troupeaux nobles. Il n'est pas permis de faire pareille chose aux troupeaux nobles. Donc, j'ai cité une valeur universaliste, le fait que les êtres humains sont égaux. Deuxièmement, le fait que la vie humaine est sacrée. Ça se trouve dans la littérature africaine de l'époque précoloniale. Donc, tels sont quelques-uns des aspects du riche héritage culturel africain auquel la fréquentation de l'œuvre de Cheikh Anta Diop permet d'accéder directement par les textes authentiques. Des pans entiers de cet héritage sont encore à découvrir et à mobiliser en vue précisément de la reconstruction souhaitée d'une pensée audacieuse pour l'Afrique d'aujourd'hui et surtout pour celle de demain. Et cela concerne tous les aspects de la connaissance et des savoirs, les sciences et les techniques, les arts et les lettres, la médecine et l'environnement, l'architecture, le droit, la philosophie, la sociologie, la religion, et j'en passe. Il convient donc désormais, en cet âge axial du centenaire, d'introduire et de généraliser à tous les niveaux du système éducatif en Afrique les pistes dégagées par Cheikh Anta Diop afin de recouvrer la mémoire culturelle africaine et de hâter la renaissance culturelle du continent.